Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Les clés d'une vie, celle de mon invité, la comédienne que vous êtes, a décidé un jour de tourner la page avec l'espoir d'avoir voix au chapitre pour vivre l'amour de l'écriture. Un fil que vous avez tiré en suivant le chemin qui vous a mené à un roman qui s'intitule justement « L'amour ne tient qu'à un fil ». Bonjour Françoise Dorner. Bonjour. Alors vous publiez ce livre chez Albin Michel, ce roman « L'amour ne tient qu'à un fil ». Il y a votre parcours de romancière, il y a votre parcours d'auteur de théâtre et de comédienne. Et le principe des clés d'une vie, c'est de revenir sur ce parcours à travers des dates clés. Et vous avez un parcours assez varié. Alors la première date que j'ai trouvée, elle remonte au 29 novembre 1966, votre première télévision. Je me souviens pas. En votre âme et conscience. Ah oui, je viens de jouer la gamine de 14 ans qui avait tué son enfant. Voilà, c'est votre première apparition à la télévision. Vous êtes Angelina, qui a perdu son bébé, et vous êtes accusée de complicité de meurtre et acquittée par le jury. Oui, parce vous en souvenez? Oui, je m'en souviens, c'était la première fois, et c'est en direct en plus. Ah bon, c'était en direct? Oui, c'était la dernière émission en direct de Barma. Il y avait Maurice Garrel, oui. Puis plein de comédiens. Oui, merveilleux. Et moi, je me rendais pas compte du tout que c'était en direct, parce que j'ai dit, je peux refaire peut-être. Alors, Barma, il m'a dit non, pas du tout, c'est en direct. Oui, c'était à 20h30, en direct, au but de Chaumont. Au but de Chaumont, oui. Car en effet, la télévision avait demandé que l'émission se déroule dans un vrai prétoire, exact. Et le ministère de la Justice avait refusé. Avait refusé, oui, c'est exact. Et en votre âme et conscience, ceux qui ne connaissent pas, ça a été une des premières émissions de télévision à 20h30. À 20h30, et surtout en direct. Voilà. Et c'était Pierre Dumayet qui évoquait une affaire judiciaire qu'on transformait en fiction. Et surtout une affaire qui avait existé. Voilà. Et Claude Barma, alors, vous a repéré, car je crois que c'est lui qui vous a repéré par son agent, qui était votre agent aussi, Françoise Dorner. Oui, oui, bon, il m'a repéré, d'accord, mais j'ai fait un essai quand même. Oui. Et donc ça a marché parce qu'il fallait une fille qui fasse 14-15 ans, donc c'était parfait, comme je démarrais. Voilà, ça tombait bien. Il sort à l'époque d'un immense succès, Claude Barma, qui est Belphégor. Oui. Parce que, je ne sais pas si vous le savez, mais Belphégor, de samedi soir, pendant 4 semaines, a vidé les salles de cinéma. C'est pas mal. Et Juliette Gréco revient un jour du Japon, elle ne savait pas que ça avait eu du succès, et quand le douanier lui dit « Bonjour Madame Belphégor », elle a compris que ça avait marché. Oui. Alors, vous passez dans une émission, quelques jours plus tôt, qui s'appelle « Au-delà de l'écran », je ne sais pas si vous en souvenez, vous êtes interviewé, c'est l'ancêtre des médias, et vous ne répondez à rien, c'est-à-dire vous expliquez que vous n'avez rien fait et que vous avez envie de rien faire. C'est vrai en plus. J'avais très très peur. Quand on connaît pas bien ce métier, on a très peur des questions puis des réponses surtout. Voilà. Et vous dites que vous vivez avec des personnages imaginaires dans votre quotidien, c'est vrai? C'est vrai. Qu'est-ce que c'était? C'était tout le manque de famille, tout ça. Donc je me créais des familles personnelles. Et parce qu'à part ma mère, j'avais personne. Donc c'était très bien ça me plaisait beaucoup. C'est vrai que vous avez eu une enfance pas simple. Je crois qu'il y a eu le pensionnat pendant des années. Oui, on m'a mis au pensionnat à 4 ans, ce qui est un peu petit quand même, mais maman était pas bien. Et donc j'ai passé mon temps là-bas. Bon. Et c'était un personnage de jeune fille assez rigoureux, je crois. Oui, c'était comme les jésuites. C'est-à-dire qu'on avait le droit de rien faire? On avait le droit de rien faire. Après, je me suis rattrapée. Oui. Comment ça se passait les journées là-bas? On se levait très tôt, puis on allait à la messe. Donc, même petit, avant on faisait son lit dans le dortoir, on se lavait mais on était quand même habillés parce qu'on pouvait pas montrer son corps, donc on se lavait en relevant les trucs et tout, et puis après on allait à la messe. Après on pouvait prendre un petit déjeuner qui était dégueulasse puisque le beurre, il n'y avait pas de frigo, le lait on vous foutait la crème dessus, j'avais envie de vomir tout le temps. Enfin, c'était vraiment un beau souvenir. Mais comment on se remet d'une telle enfance? Il y a Cyrulnik qui disait la résilience. Alors, c'est quand même pas une enfance, j'étais pas dans les camps et tout ça. Attention, non. Pas poussé. En revanche, vous aviez un fort accent alsacien, je crois, à l'époque. Oui, et grâce à Fernand Ledoux, qui m'a fait faire pendant 6 mois un exercice avec un crayon. Enfin, il y avait 252 exercices à faire tous les matins. Et je les ai faits. Et au bout de 6 mois, on ne savait pas d'où je venais. Parce que vous veniez d'Alsace au départ. J'étais née
à Paris, Oui. et on est retourné en Alsace. Un peu comme Bachung, qui a été élevé par ses grands-parents en Alsace, qui a passé 10 ans là-bas, d'ailleurs qui a découvert le rock'n'roll en étant enfant de chœur à l'église, et qui était taiseux. Il disait les Alsaciens sont taiseux. Oui, enfin, moi oui, peut-être, mais moi j'ai pas un très très bon souvenir non plus, parce que j'avais 7 ans comme ma grand-mère, elle s'est mis une balle dans la tête, on était à côté, donc c'était pas très amusant. C'est pas très joyeux. Non. Ce qui vous a sauvé finalement, Françoise Dorner, c'est le théâtre. Le théâtre, oui. Vous avez commencé à prendre des cours de théâtre. Comment c'est venu? Oui, j'ai appelé Fernand Ledoux. Qui était un comédien très célèbre. Oui, et puis surtout, il était au conservatoire. Donc quand j'ai appelé, il m'a dit, mais ma petite, il m'a dit, par téléphone, je donne pas de cours privés, tout ça. J'ai dit, je voudrais juste vous voir parce que je connais rien du truc. Donc j'y suis allée et il m'a donné des cours privés sans me faire payer ni rien, pour une seule raison. Il avait 2 chats. Et quand il m'a installé dans son bureau, rue Notre-Dame-des-Champs, il habitait, oui, les 2 chats sont arrivés et se sont mis sur mes genoux. C'était extraordinaire. Et il m'a dit, je vous prends. C'est extraordinaire. Alors, c'était un grand comédien qui a été d'ailleurs le doyen des comédiens français après la mort de Charles Vanel. Exactement. Et c'était un monsieur merveilleux. Et vous l'aviez appelé comme ça par hasard? Par hasard, oui, parce que j'avais entendu parler de lui. Je l'avais vu un peu au cinéma, disons. Ouais. Et il me paraissait, j'avais l'impression que c'était quelqu'un avec qui on pouvait un peu se reposer gentiment. Et le théâtre vous attirait? Oui. Il y a eu le cours Raymond Girard ensuite. Oui, avec Patrick Devers, qui à l'époque s'appelait Morin. Voilà, et qu'on va écouter sa voix. Non, je serai jamais vieux. Moi. C'est-à-dire? Moi, vieux, c'est pas dans les... On devient vieux à partir du moment où on a peur du lendemain. Voilà, vous avez été la première, Françoise Dorner, à croire en Patrick Devers, qui s'appelait Patrick Morin d'ailleurs. Patrick Morin, oui. Et puis comme sa maman trouvait qu'on se ressemblait, enfin qu'on avait un peu les mêmes regards. Et Patrick était quelqu'un de formidable quand il était dans les cours, impeccable, droit. Enfin, il jouait de la guitare, il imitait Georges Brassens. Et c'était un garçon merveilleux qui était pas sûr de lui du tout, quoi. Et je pense que quand il a réussi à tout d'un coup ce grand succès, il a eu tellement peur que on sait tous comment ça s'est terminé. Mais c'est vrai que c'était un comédien remarquable. Et à l'époque, vous lui aviez parlé beaucoup de Marlon Brando, je crois. Oui, mais comment vous le savez, ça? Pourquoi? Parce que je trouvais que à l'époque, j'étais très jeune, mais je trouvais que Brando, il avait quelque chose quand il regardait sans voir, et puis il avait une façon de bouger la tête, bouger le corps, très animal. Et j'avais dit à Patrick, tu devrais aller voir ses films parce que on n'a pas des types comme ça en France. Et c'est pas qu'il ressemblait à Brando, mais il avait ce côté animal un peu, Patrick. Voilà. Il faut savoir que Brando, c'est un grand comédien, mais c'est aussi un grand farceur. Je ne sais pas si vous le savez. Il adorait les coussins péteurs. Et un jour, Johnny Depp lui a offert un coussin péteur électronique et il a dit, c'est extraordinaire, j'ai trouvé Dieu. C'est horrible. C'est horrible, mais c'est comme ça. Oui. Alors, les cours vous ont donné le point de départ de votre carrière après votre âme et conscience. Et il y a eu le premier grand rôle, c'est dans ce feuilleton. Feuilleton totalement oublié, mais qui est un feuilleton qui a eu beaucoup de succès, Le Petit Monde de Marie Plaisance, Françoise Dorner. Oui, bien sûr. Ah oui, il y a longtemps. Mais il me semble qu'il n'y avait pas Les Enfants des Autres, qui avait été un feuilleton très regardé. Oui, mais aussi le premier, c'était Le Petit Monde de Marie Plaisance, où vous avez tourné en Provence, oui. Dans une Provence où les touristes ne se bousculaient pas encore. Non, pas du tout. Par contre, ce qui se bousculait, c'est les moustiques. Oui. Ça, je m'en souviens. Et c'était un feuilleton qui mettait en valeur la nature, l'écologie avant la Oui, lettre. absolument. Comment vous êtes arrivé dans ce feuilleton? J'ai fait des essais, sûrement, je m'en souviens pas, mais ça devait être comme c'était tout simple. On faisait des essais à l'époque et puis ça marchait ou pas, mais j'ai jamais eu de problème comme maintenant, MeToo et tout ça. Non, mais en fait, à l'époque, pour être comédienne, il y avait le couloir de la mort au but de Chaumont. Absolument, on était toutes là et on attendait de faire un essai. Voilà. Mais il fallait se battre pour faire des essais, pour être choisi. Non, il fallait travailler, on donnait le texte, on travaillait et puis on passait l'essai. Et vraiment, le début de votre carrière, ce sont les feuilletons, parce qu'il y a eu aussi Le Temps de vivre, Le Temps d'aimer.
Ah oui, avec Pascal Revert. Voilà. Et il y avait aussi Les Enfants des autres, justement, qui a été un feuilleton qui a aussi marqué la télévision. Ah oui, parce que c'était à l'époque, on ne parlait pas encore de ça, c'était sur l'adoption. Oui. La femme ne pouvait pas avoir, la jeune femme ne pouvait pas avoir d'enfant. Au moment où ils en adoptent un, elle tombe enceinte. Et je crois que c'est en vous voyant dans un feuilleton qu'Alain Delon vous a repéré et que vous avez tourné Flick Story, Françoise Dorner. Oui, non. Alors là, non. J'ai tourné avec Éric Leung un film qui s'appelait La rage au poing. On va en parler. Et c'est là qu'il m'a repéré. Et un soir, et puis j'étais un peu au chômage comme beaucoup d'acteurs à ce moment-là. Et j'entends « Bonjour, c'est Alain Delon ». Je me suis dit, c'est une belle blague, ça encore. Et non, c'était vrai. Et dans Flick Story, vous avez joué la logeuse d'Émile Buisson. Oui, sa petite amie, en principe. Exactement. En fait, Alain Delon avait repéré Roger Borniche, lui avait fait écrire Flick Story, et elle a fait le film ensuite. Oui, mais lui-même a dit un jour, si vous avez vu dans les feuilletons de télévision. Oui, aussi, oui. Ouais, donc c'est pour ça que il vous a repéré à plusieurs reprises. Oui, ça a été le point de départ de votre carrière. Et il y a une autre date importante dans votre vie, c'est le 22 novembre 1985. On en parle tout de suite sur Sud Radio avec Françoise Dorner. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Françoise Dorner pour ce livre L'amour ne tient qu'à un fil chez Albin Michel. Mais vous avez une carrière de comédienne également qu'on a commencé à évoquer et qu'on va continuer à évoquer à travers une date, le 22 novembre 1985, le début de cette série à la télévision. Ah, vous êtes là. Bon, j'ai une affaire urgente au fil. Ah ouais, c'est-à-dire que moi aussi j'en ai une. Madame et ses flics. Ah oui. Madame et ses flics, pendant 2 saisons, vous allez être Françoise Dorner, le commissaire Valence, une femme qui, à la tête de la 7e brigade territoriale, dirige des hommes, ce qui n'est pas facile. Non, c'était la première commissaire, si je peux dire, qui a été faite à la télé. Comment c'est arrivé ça aussi? Par casting ou alors c'est venu comment? J'ai quand même fait des essais là, oui. Et c'était Didier et Van Kovlart et Richard Caron qui avaient écrit. Et on a quand même fait des essais, mais comme j'avais fait beaucoup de télé avant et tout ça, il n'y avait pas trop de problèmes, quoi. Alors, les femmes commissaires, effectivement, n'existaient pas à la télévision. Non, et avant de jouer votre rôle, vous avez rencontré Martine Monteil. Martine Monteil, oui, qui était une femme remarquable. Qui était la première femme commissaire. Oui, absolument. Elle vous a reçu, elle vous a expliqué comment elle travaillait? Oui, elle nous a reçus et surtout, elle a été très... je la trouvais très belle, moi, en plus. Alors, j'écoutais en plus. Et une femme très sensible, très, très douce, qui vous prêtait de l'attention. J'ai beaucoup aimé cette femme qui a appris 2-3 petits éléments pour pas avoir l'air trop ridicule, quoi. Voilà. En même temps, elle vous a expliqué son métier. C'est pas si fréquent qu'un commissaire donne ses secrets comme ça. C'était pas vraiment des secrets. C'était disons, elle a donné quelques bases pour que ça soit vrai, quoi. Donc, elle a été la première femme à diriger la police judiciaire. Oui. Elle est aujourd'hui conseillère du président du directoire du groupe Partouche. Et elle est membre de droit du prix des Quais des Orfèvres, comme tous les anciens commissaires de la police judiciaire. Ah, c'est bien. Donc, elle continue. Alors, cette série, finalement, ça vous a apporté une forte popularité, Françoise Dorner. Oui, à l'époque, vous savez que tout passe, hein, oui, je veux dire. Mais à l'époque, ça a été très, très fort. Très, très fort, oui. Mais ça s'est manifesté comment? J'ai fait pas mal de télé après, et puis après j'ai fait beaucoup de théâtre. Et on vous reconnaissait dans la rue en disant Madame la commissaire? Oui, j'avais surtout vous savez, le papier comme quoi j'étais commissaire de police. Alors dès que je sentais que j'étais un peu embêtée, je le sortais, je disais commissaire. Et ça marchait? Police, je faisais. Alors oui, ça a marché 2 fois. Ah bon? C'est Raymond Soupers qui a fait ça aussi, avec le commissaire Bourrel pour les 5 dernières minutes. Oui. Il avait une fausse carte de la PJ et quand il l'a montrée aux policiers, il passait sans problème. Mais là, je la sors plus, hein, c'est trop dangereux. Mais à l'époque, la police, vous appelez Madame la commissaire? Oui, c'était très très gentil. Alors finalement, il y a eu beaucoup de télévision, effectivement. Et ce qui est étonnant, Françoise Dorner, c'est que vous êtes toujours passée à la télévision d'un genre à un autre. Oui, c'est-à-dire on a fait la petite fadette, Lazare Iglesias. Ça a été important, ça. Très, parce qu'on a eu le prix, le premier prix, je crois, à Monaco, quand ils ont du Festival de Monaco. D'or, là, voilà. Et après, j'ai tourné avec Bernard Lecoq un scénario écrit par Jean-Claude Carrière qui s'appelait Lundi. Tout de suite après, qui était donc une fille qui devait faire du striptease parce qu'elle gagnait pas sa vie.
Ben, ce qui est étonnant aussi, c'est que la petite Fadette, finalement, elle vous ressemblait quelque part par sa naïveté. C'est vrai, à l'époque, oui. C'est-à-dire C'est-à-dire ce côté un petit peu décalé, mis hors du temps, comme elle était, parce qu'elle était, elle était pauvre et tout ça, puis elle devait se faire toute seule. Et après, quand elle rencontre l'amour, eh ben ça marche. Voilà. Donc c'est un petit peu votre destin. Oui, oui. Il se trouve que La Petite Fadette, c'est un roman de Georges Sand. Ouais. Je ne sais pas si vous le savez, la première adaptation du roman au cinéma, c'est en 1915, un film muet, avec Mary Pickford qui jouait le rôle de la Petite Fadette. Oh, je l'ai pas vu ça. Dommage. C'est introuvable aujourd'hui. Ah bon. Alors, il y a aussi une époque justement où on pouvait beaucoup tourner pour la télévision. Il n'y avait pas beaucoup de chaînes, mais les rôles étaient nombreux. Les rôles, oui, mais c'était. Enfin, moi j'aimais beaucoup. C'était bon. Ça doit être différent maintenant parce qu'il y a Netflix, tout ça, mais on travaillait bien, disons. Oui. Avec des conditions techniques tout à fait simples. Même les feuilletons étaient très bien faits. Hein. On avait tourné un feuilleton qui passait tous les jours avec Michel Auclair, qu'avait fait Agnès Delarive, sur des courtisanes. Puis les gens aimaient bien. C'était plus familial, disons. C'est-à-dire qu'il fallait apprendre son texte, mais on n'avait pas 10 minutes pour apprendre son texte. On prenait le temps de le répéter. Oui. Alors, Lazare Iglesias, ça a été important dans votre vie, car vous avez travaillé 2 fois avec ce réalisateur. Ah oui, oui. J'ai tourné La jeune femme en verre aussi. C'était quoi ça? Je m'en souviens pas. Mais Lazare Iglesias, en fait, c'est un monsieur qui a fait de la radio aussi, qui a été au Club d'Essai et qui est à l'origine de la première pièce de théâtre en stéréo à la radio. C'est lui qui l'a réalisé. Ah, c'est lui? Oui. Il avait beaucoup de talent, Lazare. Hein. Vous vous rendez compte que vous avez été une pionnière de la télévision? Oui, c'est magnifique. Non, je trouve ça formidable. Voilà. Mais c'est vrai qu'il y avait les Buts de Chaumont, il y avait la rue Cognac-Gé, on passait de l'un à l'autre. Il y avait Boulogne. Oui. Aussi. Les studios de Boulogne. Et là, il n'y avait aucun contrôle, il n'y avait rien, ça se passait bien. Non, mais tout était normal. Hein. Bon, maintenant, c'est pas pareil. Alors, et effectivement, vous avez joué aussi une bonne sœur dans La Possédée. Ah oui, d'Éric Leung. Voilà. Avec Ludmilla Tcherina. Exactement. Ludmilla Tcherina, qui était une danseuse reconvertie. Reconvertie, oui. Dans le tout Paris. D'ailleurs, elle avait chez elle sur sa table de chevet et sur la table du salon une lettre de Gaulle. Et elle l'a montrée à tout le monde en permanence. C'était la lettre de sa vie. Ah bon? C'était le côté parisien. Et finalement, Éric Leung, il a été à l'origine de vos débuts au cinéma. Mais avec La Rage au point. La Rage au point, dont voici une bande-annonce. Je ne sais pas si vous connaissez cette voix, c'est Joël. C'est Joël. Oui, c'est le groupe Il était une fois. Oui, oui, c'était. Écoutez, elle était merveilleuse. Elle était venue sur le plateau. Elle avait enregistré. Et j'ai dit, cette fille, elle a une voix qui vous prenait complètement. Et bon, malheureusement. Mais Éric avait fait un film à l'époque qui était très en avance sur une bande dans une banlieue et qui arrivait en ville, si je peux dire. Oui, qui arrivait en ville et qui faisait de l'extorsion, mais en même temps, il y avait l'histoire, c'est qu'il y avait un des membres de la bande qui voulait devenir clean. En gros, c'est ça. Exactement, oui. Et c'est vrai qu'à l'époque, on ne parlait pas des banlieues comme aujourd'hui. Non, c'est un très beau film. Et pourquoi Il était une fois? Car Il était une fois a fait la musique, mais en même temps, ils ont réalisé un documentaire qui est le seul documentaire qui existe sur le groupe, qui dure 15 minutes et qui passait en première partie du film au cinéma. Et c'est vrai que ça a été vos débuts au cinéma. Ah oui. Oui. Vous n'aviez jamais fait de cinéma avant? Non. Si, j'ai dû faire quelque chose, mais je m'en souviens pas. Mais c'était une envie de faire du cinéma ou c'était venu comme ça? Non, il fallait travailler à l'époque, je veux dire. Et puis Éric, j'avais tourné La Possédée, et c'est un metteur en scène qui était vraiment un très bon metteur en scène, franchement. Bon. Et quand il faut travailler, gagner sa vie, eh ben on travaille. C'est pas une question, je vais faire cinéma, je vais faire théâtre, non, pas du tout. Quand on n'a pas le choix, bon, il y a des choses qu'on fait pas, mais on fait le théâtre, où j'étais 5 ans chez Barrault. On va en parler. C'était formidable. Et tous les théâtres, quoi. Je joue Antigone, la Galigaille, tout ça. Et c'était très bien d'avoir tout ça. Mais vous avez toujours beaucoup travaillé, Françoise Dorner. Oui, il fallait. Mais c'est très difficile, parce qu'on voit aussi les jeunes actrices qui galèrent aujourd'hui. Vous avez eu, je dirais, un peu de chance. Vous dites toujours que le facteur chance vous a aidé.
Je crois pas. Bon, bien sûr, il y a un petit peu de chance, mais je crois pas. Parce que moi, le matin, je me levais très tôt. Je allais faire du doublage avec Pierre Arditi, d'ailleurs, et tout ça. On doublait et le soir, j'allais au théâtre pour travailler. Donc, on travaillait. On essayait de gagner notre vie, quoi. Voilà. Mais en même temps, il fallait se battre. C'était pas comme aujourd'hui. Il n'y avait pas les réseaux sociaux. Il fallait courir, avoir les tuyaux. C'était plus simple. C'était plus simple. Mais disons que pour faire du doublage, on y allait. On faisait un essai. Par exemple, moi, je doublais... De différents personnes. Oui, il y a différents films de cinéma. Jessica Lange, Oui. par exemple. J'ai doublé Madeleine Geneviève Pfeffer. Bujold, Oui. tout ça. Bon, donc, on faisait des essais, ça marchait. Et puis, mais je pense que quand on doit gagner sa vie, on trouve du travail. Et vous aviez envie vraiment de faire ce métier. C'était venu comment l'envie de faire ce métier, Françoise Dorner? Parce qu'il n'y avait pas grand-chose à côté, hein. Et que ça vous tentait depuis toujours? Oui, j'aimais bien, parce que, par exemple, au pensionnat, on m'avait fait jouer à 5 ans le petit chaperon rouge, donc ça, j'aimais bien. Parce qu'à ce moment-là, il y avait comme une petite famille autour, vous voyez, c'était sympa. Ça vous a aidé à surmonter les épreuves. Alors ça, c'était la partie cinéma et théâtre. Il y en a une autre qu'on va évoquer à travers la date du 8 novembre 2004. À tout de suite sur Sud Radio avec Françoise Dorner. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, Françoise Dorner, mon invité. L'amour ne tient qu'à un fil, un roman chez Albin Michel qu'on va évoquer tout à l'heure. Mais vous avez un parcours assez particulier qui a commencé par le théâtre, le cinéma, la télévision. Et puis il y a un changement le 8 novembre 2004, car ce jour-là, vous recevez la bourse Goncourt du premier roman pour un livre, La fille de Randerrière. Ah oui, c'est vrai. Vous vous souvenez de ce jour-là? Oui, très bien, parce que Richard Ducousset, donc, qui était un des directeurs d'Albin Michel, m'a téléphoné en me disant ma petite Françoise, je t'appelle parce que tu viens d'avoir le Goncourt du premier roman. Il dit, et pourtant, il me fait, je n'ai passé aucun coup de fil. Il était drôle. C'est un type merveilleux. En fait, il y avait des bourses Goncourt. C'était les bourses Goncourt au départ, qui étaient devenues le prix du premier roman. Et quand on apprend qu'on a écrit un livre et qu'on a le Goncourt pour le premier coup, qu'est-ce qu'on ressent? Ben on se dit, mince, je peux continuer peut-être. Vous l'avez cru ou vous n'imaginez jamais? J'ai pas imaginé. Enfin, ce qui était formidable, c'est de pouvoir rencontrer tous ces auteurs chez Drougan, de pouvoir leur parler, d'être à côté de François Nourricier, que j'ai apprécié cet homme, peut-être parce qu'il était en fin de vie et qu'on le sentait, qu'il y avait... Et tout, Chandler Nagor, tout ça. Tous les membres de l'Académie Goncourt. Oui, on se retrouve chez Drouan dans le salon des Goncourt. Oui, et on déjeune. On déjeune avec eux. Oui. Et vous savez, ils ont des couverts avec leur nom. Et chaque membre du Goncourt de l'époque a un couvert au fil des saisons, au fil des années. Le couvert de Sacha Guitry, de tous ceux qui ont travaillé un jour ou l'autre pour l'Académie Goncourt. Non, j'avais pas remarqué ça. Et qu'est-ce qu'on ressent dans ces moments-là? On Une est émotion? content. Il y a surtout de l'émotion. Puis, oui, et en même temps, on s'en rend pas très bien compte. On se dit, à un moment, je me suis dit, ils ont dû se tromper. Bon, enfin, ils s'étaient pas trompés, mais j'ai le souvenir surtout d'avoir beaucoup parlé avec Nourricier. Ça m'a le plus touché, je crois. François Nourricier, qui était à l'époque secrétaire général de l'Académie Goncourt. Alors, La fille de Randerrière, c'était l'histoire d'une femme qui se dissimulait dans le costume d'une autre pour tenter de séduire son mari. Oui. Comment c'était venu, ça? C'était venu parce que un jour, j'étais au cinéma, ça a l'air bête, mais... Et puis, quelqu'un m'a touché le dos, enfin, comme ça. Donc, je me suis retournée et tout d'un coup, ça m'est venu. Je me suis dit, mais mince, si je me retourne pas, c'est peut-être mon mari qui est derrière. C'est pas... C'était drôle comme... Alors, il faut savoir, ce qui est étonnant, c'est que Laurent Godet reçoit le même jour que vous le prix Goncourt pour Le Soleil d'Escorta. Et jusque-là, c'était un auteur de théâtre aussi. Et lui, il devient romancier. Parce qu'à l'époque, bon, vous êtes comédienne, il n'y a aucune raison que vous deveniez auteur de romans. Non, c'est-à-dire j'avais écrit quand même une pièce de théâtre avant qui s'appelait Le Parfum de Jeannette. On va en parler, oui. Et j'avais écrit avec Jean-Claude Carrière un one-woman show qui s'appelait L'Hirondelle, que j'avais joué. Et j'avais écrit une autre pièce. Et entre-temps, j'avais écrit aussi pour la télé, pour Marianne Sagerbrecht, qui a joué 2 fois donc les scénarios que j'ai écrits,
qui était une femme que j'aimais beaucoup. Et l'écriture, ça avait commencé, je crois, des Patrick Devers, pour qui vous écriviez des petites scénettes. Oui, c'est vrai. Qu'est-ce que c'était? Oh, je m'en souviens pas, c'est trop vieux. Je me souviens qu'il venait parfois, là, je louais une chambre chez une dame, et j'avais le droit d'aller dans la cuisine. Et quand il venait souvent dîner, parce que bon, on n'avait pas beaucoup de sous, alors je lui dis, je t'ai fait une truite. Je faisais toujours une truite. Mais Devers, à l'époque, n'était même pas encore au Café de la Gare. Ah non, non, pas du tout. C'était vraiment un inconnu total. Complet. C'est qu'au Café de la Gare, il avait une spécialité. Quand c'était complet, il sortait avec le tuyau d'arrosage et il arrosait le public en disant « revenez demain ». On ne peut plus imaginer ça aujourd'hui. Alors, il se trouve que l'écriture, justement, ce roman est un succès. Et surtout, vous êtes salué par la critique en France et aux États-Unis, Françoise Dorner. Oui. Et alors, il y a un metteur en scène très connu en Amérique, bon, je ne sais plus son nom parce qu'il y a quand même 20 ans, qui a pris le roman, mais à ce moment-là, il y a eu la grève des scénaristes. Je ne sais pas si vous vous souvenez, qui a duré des mois et des mois. Et donc, ça ne s'est pas fait. Mais ça vous a surpris que les Américains aiment cette histoire? Ah oui, ils aimaient beaucoup. Oui, c'était curieux. C'est-à-dire que vous avez tout de suite inventé un style qui est devenu un style très propre à vous, d'une sorte de roman, à la fois qui sont des contes fantastiques et des histoires d'amour. Oui, j'aime bien les histoires d'amour. Et l'envie d'écrire, ça vous a pris depuis toujours? Oui, j'aimais bien parce que, par exemple, quand ça n'allait pas, je marquais pourquoi. Et quand ça allait, je marquais aussi. Mais j'ai jamais tenu de journal. Alors, l'écriture, c'est quand même la suite de l'interprétation de textes classiques, parce que vous avez travaillé en tant que comédienne avec de grands du théâtre, parmi lesquels une femme qui est évoquée en filigrane dans une chanson, puisque cette chanson est celle d'un spectacle à succès. Je voudrais changer les couleurs du temps, changer les couleurs du monde, le soleil levant. Les couleurs du temps de Guy Béard, qui a servi de musique à Harold et Maude avec Madeleine Renaud. Et Madeleine Renaud a été très importante dans votre vie. Très importante. C'est grâce à elle que j'ai joué pendant 5 ans des rôles magnifiques. Je m'entendais très bien avec elle, alors qu'on m'avait dit qu'elle n'avait pas un très bon caractère. Moi, je n'ai pas trouvé. Je trouvais qu'elle était... Comment vous l'avez rencontrée? J'ai fait un essai pour Barrault, pour jouer une pièce à l'époque au théâtre d'Orsay. Oui, mais enfin, un truc du XVIIIe siècle. Et donc, il voulait moi, j'étais pas du tout comme ça. Il voulait une Arletty qui a beaucoup d'abattage. Oh, je me suis dit, mon Dieu, il faut que je me... Vous voyez. Et donc, j'ai passé l'essai, et Madeleine était dans la salle pour les essais. Et il y avait beaucoup de filles très bien, j'ai trouvé. Et Madeleine a dit, c'est elle. Et comme ça, je suis rentrée là-dedans. Et vous avez joué avec elle, entre autres, des journées entières dans les arbres. Oui, avec Jean-Pierre Aumont. Et elle, un très beau souvenir. On a fait l'Amérique, le Japon, on a tout fait. Oui, parce qu'en fait, cette pièce, c'était la première pièce à succès de Marguerite Duras. Oui. Elle l'avait créée en 65, elle l'a repris, et c'est devenu un succès mondial, car on a oublié ce que représentaient Madeleine Renaud et Jean-Louis Barrault à l'époque. À l'époque, c'était ils ont été reçus en Amérique parce qu'on a été la jouer à New York. Et Jean-Pierre Aumont nous avait dit, je te préviens, on est à New York. Si le public ne fonctionne pas, on est parti demain. J'ai dit quoi? Je comprends rien. C'est la première fois que j'allais à New York en plus. Et donc on a joué des journées entières dans les arbres. Il y a eu un silence. Oh, je me suis dit oh là oh là. Et ça a été tellement fort et tout, ils ont applaudi après et tout, qu'on a joué un mois à bureau fermé. C'est incroyable. Ouais, mais ça, c'était Madeleine aussi, puis Jean-Pierre qui était adoré, qui avait des Américains. Oui, mais on n'imaginait pas que Madeleine Renaud et Jean-Louis Barrault étaient aussi connus dans le monde entier. Dans le monde, le Japon, je vous dis pas, ils étaient reçus comme des rois. Hein. Alors qu'à la fin de leur vie, moi je me souviens... Ils ont été méprisés. Je me souviens, je suis allé chez eux, avenue du président Wilson, ils étaient les voisins de l'appartement que Johnny Hallyday a occupé avec Sylvie Vartan, et personne ne venait les voir. Non. Ils venaient pas. Mais même dans leur maison qu'ils avaient en dehors de Paris, jamais personne. Ils ont été... Quand Jean-Louis est allé au rond-point des Champs-Élysées, ça a été la fin. Tout le monde a essayé, enfin, les gens qui voulaient prendre sa place, de l'éjecter. Et... bon. Il faut savoir qu'à l'époque où vous jouez, il est au théâtre d'Orsay, c'est-à-dire le musée d'Orsay aujourd'hui était un théâtre. Était un théâtre magnifique, parce qu'il y avait, en plus, Jean-Louis avait créé un restaurant. Donc tout le monde se retrouvait, c'était
Une ambiance formidable. C'était une salle noire avec une immense scène au milieu. Et il y avait un petit théâtre à côté. Il Oui. avait fait un peu, où on avait joué aussi avec Arditi et tout ça là-bas. C'était l'ancienne gare d'Orsay C'est ça. qui s'apprêtait à être transformée en musée. En musée. Et ensuite, il a repris effectivement le théâtre du Rond-Point, qui était une patinoire, je crois. Oui, c'est-à-dire qu'on l'a jeté d'Orsay, puisqu'il voulait aller... Bon, et on lui a redonné là où il avait démarré. C'est là où il a démarré. Mais c'est fou que des gens comme ça soient jetés de cette manière. Mais Est-ce que c'est pas une injustice? je pense que ça fait partie un peu de ce métier. Vous savez bien comment on jette les gens. Hein. Oui, mais il y a Pas des que li- dans ce métier. il y a des limites. Alors, vous avez vraiment touché à tous les gens aussi, puisque vous avez joué une pièce de Pascal Jardin, Madame est sortie, Ouais. quelques mois seulement après sa disparition. Ouais, avec Brialy et Christine Fabrega qui jouait dedans. C'était merveilleux. Et puis avec Jean-Claude, on a joué, je jouais 3-4 pièces avec lui et c'était un ami. Et c'était pas du tout quelqu'un. Enfin, c'était quelqu'un de formidable. C'est pas qui avait un extérieur comme ça, mais qui avait un cœur d'or. Oui, parce qu'on dit toujours qu'il était un mondain. D'abord, il travaillait énormément. Il travaillait comme un fou, comme vous, Jacques. Ouais, il travaillait comme un fou, mais surtout, il aidait beaucoup les gens. Il aidait les gens, beaucoup. Et il ne disait jamais rien. Et il organisait des soirées quand il a fait... Pour Arletty, par exemple. Il a aidé Arletty. Il a aidé complètement jusqu'à la fin. C'est-à-dire qu'Arletty vivait seul dans un petit appartement proche dans Paris, dans le 16e, rue Donc, Rémusat. oui. Et c'était l'un des rares à venir la voir et à la soutenir. Et Mais surtout, elle lui envoyait quelqu'un qui lui faisait la lecture et qui s'occupait d'elle. c'est fou, hein. Ouais. Et ça, il ne le montrait pas, il ne voulait pas le montrer. Surtout pas. Pourquoi? C'est comme ça. Pudeur. Et puis il y avait les tournées, car les tournées, on n'imagine pas aujourd'hui ce que représentait une tournée de théâtre. C'était des mois et des mois. Des mois et des mois, oui. On partait, lui partait. Il avait très souvent, il avait 3 chiens, mais là, il y en a que 2 qui partaient. Oui. Et non, on était partout avec lui. C'était au Maroc, partout. Enfin, Et en riant beaucoup. oui, Jean-Claude avait une façon de raconter des blagues, qui était formidable. Oui, il inventait aussi quelque Il chose. inventait pas mal. Il inventait sur Oui. sa vie. Il vous racontait quelque chose de le contraire le lendemain. Oui. Mais c'est une race d'acteurs en voie de disparition. Qui n'existe plus. Pourquoi? C'est parce qu'on a plus cette joie de vivre? Je pense que oui, peut-être. Il y a plus d'intérêt, je pense, d'intérêt. Et puis, avec tous les mouvements qui se passent en ce moment, que je comprends, mais je veux dire, les gens ils ont un peu peur les uns des autres. Et puis il y a eu aussi Anouilh, que vous avez joué à 2 reprises. Ah ouais. Jean Anouilh, grand auteur de théâtre, qui a eu une traversée du désert, et vous avez joué 2 pièces de Jean Anouilh. On a joué à Antigone, donc avec Michel Auclair. Et, Ornifle. oui. Ornifle. Et puis, Vive Henri IV, qui s'appelait au départ La Galigaille. Donc, je jouais La Galigaille, ouais. Et là aussi, c'est un univers très différent. Il faut être Très- très précis. Au plus que précis, La Galigaille. Et puis, j'en reviens effectivement à l'Hirondelle que vous avez cité, car vous avez commencé à écrire pour le théâtre avec l'Hirondelle, Oui. avec Jean-Claude Carrière. Comment c'est venu, ça? Ben Jean-Claude, on se connaissait puisque j'avais travaillé, il travaillait avec Barrault aussi, tout ça. Et j'avais écrit l'Hirondelle. Et j'avais été le voir, je lui ai dit, Jean-Claude, est-ce que tu peux regarder, est-ce que tu peux me dire si ça va ou ce qu'il faut couper, parce que moi j'aime bien couper. Et donc il a acheté un coup d'œil, il m'a dit, écoute, non, il m'a donné des conseils, il a dit là, non, il faut supprimer. Enfin, il a fait son travail merveilleux. Et après, il m'a dit, tu mets pas mon nom. J'ai dit, pourquoi t'as honte? Et il m'a dit, non, il me dit, c'est toi qui l'as écrit. J'ai dit, non. Tu as travaillé dessus, on met les 2 noms. Non. Et c'est un seul en scène où vous étiez habillé d'abord d'une façon très particulière, en Première communiante. première, et vous finissez en striptease. Oui, en première communiante. Et c'est comme Michel Déon aimait beaucoup. Il était venu 3 ou 4 fois. Et il avait emmené plusieurs personnes de l'Académie française. Et il avait dit... Et c'est comme ça que j'ai eu le prix du jeune théâtre de l'Académie française. Non seulement le concours, mais l'Académie française, pour un début. Oui. Est-ce que vous le mesurez, ça, Françoise Dorlet? Non, pas du tout. Vous savez, j'ai jamais eu de prix, donc je ne savais pas très bien ce que ça voulait dire. Et je ne sais pas si vous le savez, mais la première critique de cette pièce à la télévision, c'est Isabelle Giordano, dans Bouillon de Culture, qui a fait un reportage sur cette pièce, où on vous voit un extrait de cette pièce dans Bouillon de Culture chez Pivot. Vous avez trouvé ça? Ah, ça existe, je vous assure.
Incroyable. Alors ça, c'était effectivement Bouillon de culture. C'était logique que vous y passiez pour les romans, mais Oui. pas pour le théâtre au départ. Oui, c'est vrai. Mais les romans, justement, on va les évoquer à travers la date du 30 janvier 2025. À tout de suite sur Sud Radio avec Françoise Dorner. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Françoise Dorner. Nous avons évoqué votre carrière multiple entre la télévision, le théâtre, l'Académie française, le Goncourt. L'actualité, c'est donc le 30 janvier 2025, un nouveau roman qui s'appelle L'amour ne tient qu'à un fil, qui sort chez Albin Michel. Et c'est une histoire d'amour assez particulière, puisque au départ, c'est un homme et une femme qui se rencontrent et qui se quittent. C'est banal, sauf que ça va évoluer. C'est-à-dire que cette femme ne va jamais perdre cet homme de son cœur, et en plus, il va oublier un violon chez elle. C'est ça le point de départ. Absolument. C'est né comment, cette idée? Alors, c'est né parce que c'est idiot, mais il y a eu un moment où ma mère, il y a quelques années, a eu la maladie de Charcot. Bon, moi, j'ai l'air de comme ça, bon. Et un jour, je suis arrivée. Bon, le médecin m'avait dit ça dure 1 an. J'ai dit comment 1 an? À l'époque, on ne savait Charcot, on n'en parlait pas comme maintenant. Mais je ne raconte pas du tout tristement. Hein. C'est que ça a duré 7 ou 8 ans. Et alors, donc, vous savez comment on se termine en Charcot. Mais c'est pas ça, il me disait. On finit dans un fauteuil roulant. Oh, non, elle finissait dans le lit en verre de terre. Ouais. Hein, voilà, chose en face. Mais c'est pas ça. Il me disait, votre maman a une très bonne prise de sang. Alors, je suis ravie. Vraiment, bon. Mais c'est pas ça. J'ai écrit le roman. Un jour, je suis arrivée et elle me regarde. Elle regarde, on est toute rasatinée comme ça. Et elle me dit, tu t'appelles comment? Alors, bon, là, je me dis, bon, c'est la dernière séance. J'ai dit, Françoise. Elle me dit, comme ma fille. Mais elle est morte à 20 ans. Et là, je me suis dit, là, c'est le pompon, le bouquet final. C'est-à-dire, non seulement pour mon père, j'ai jamais existé, mais pour ma mère, maintenant, je suis morte. Et ça m'a donné l'envie de récupérer toute une histoire familiale dans ce roman. Et ce roman se passe à Néris-les-Bains, qui est au départ, qui est au cœur de l'Auvergne, qui est une station thermale qui existe, oui. Qui a été liée aux prémices de l'histoire du thermalisme, puisqu'il y avait des piscines gallo-romaines jadis. Voilà. Absolument, j'ai été voir d'ailleurs. Et d'ailleurs, ma mère, c'est pas un roman autobiographique, mais c'est assez terrible à voir, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont un peu zinzin, quoi. C'est surtout les nerfs là-bas. C'est-à-dire que vous avez visité cette station, vous avez choisi vraiment de faire l'histoire dans ce lieu. Oui, parce que c'est un lieu très très joli et puis très très intéressant. C'est pas du tout le côté mondain des stations comme là. Quiberon et autres. Voilà. Tous ces trucs, oui. Et donc, les cures thermales, c'est une chose, c'est un univers qui vous attirait au départ ou pas du tout? Pas du tout. Ah non, pas du tout. C'est-à-dire que les premiers curies, je ne sais pas si vous le savez, c'était dans les Hautes-Pyrénées. Oui. Ça s'appelait Aubonne, c'était assez drôle. Et c'est le grand-père du futur Henri IV, Jean d'Albret, qui avait constaté les effets bénéfiques de ces cures sur les blessures par arquebuse de ses soldats. C'est comme ça qu'elles sont nées. Oui. C'est fou, hein? Mais ça doit être sûrement très bien. Hein. Donc, dans cette station, le point de départ, c'est un kiosque à musique, comme il y en a un peu partout. Oui, où il y a des musiciens qui jouent, et puis... comme c'est une femme, c'est une jeune femme qui a une vie un peu très, très spéciale, quoi. Donc elle voit ce monsieur et puis elle lui trouve de jolies mains et tout, puis voilà, ça commence comme ça. Et puis il lui laisse son violon parce qu'il doit partir à Paris. Alors justement, non, mais il est violoniste dans cet orchestre, c'est pas un grand violoniste. C'est un violoniste, quoi, un musicien de cure, vous voyez, voilà. Comme il y en a beaucoup. Comme il y en a beaucoup. Et effectivement, elle entend ça, et puis elle entend une mélodie qui va la marquer à vie. Oui. Ah. La sonate pour violon de Robert Schumann. Oui. Et c'est vrai que... Pourquoi avoir choisi cette mélodie de Robert Schumann? C'est Schumann qui me l'a demandé. Il voulait être dans le livre. Non, vous aimez la musique classique? J'aime beaucoup. Que Schumann, c'est quand même un compositeur de légende qui a eu une paralysie de la main très jeune et qui a terminé avec la maladie d'Alzheimer en laissant une œuvre considérable. Absolument. Et ce musicien, donc, est-ce que vous aviez entendu déjà cette œuvre ou est-ce que c'est venu comme ça? Non, c'est venu comme ça. Vraiment par hasard.
Donc, ce compositeur... Et d'ailleurs, il faut savoir que le père de Robert Schumann, si vous le savez, il s'appelait Auguste Schumann. C'est lui qui a introduit Walter Scott et les romans d'Ivanhoé dans son pays. Ah non, ouais. Bravo. Alors, l'idée de ce roman, c'est que donc, cette jeune femme est en cure, et puis ce musicien, elle tombe amoureux, et ils vont vivre une courte histoire d'amour, mais il va repartir en laissant son violon. Voilà, mais il ne reviendra pas. Voilà, c'est ça le problème. Alors il devait revenir la semaine suivante. Puis on peut le dire parce que sur la 4e, c'est marqué. Donc, comme elle a eu l'habitude, elle petite, enfin, d'avoir des photos, parce que ils sont sans père de mère en fille, enfin bref. Et donc là, elle se dit, pour que ce petit est quand même un triangle, c'est-à-dire pas que la mère, vous savez, qui peut être... L'amour d'une mère, c'est très important, mais il faut quand même qu'il y ait à côté quelqu'un d'autre. Oui, parce qu'il faut savoir que pendant cette période, elle tombe enceinte et elle va avoir un enfant qu'elle va élever toute seule, qui s'appelle François, et donc elle a un peu un subterfuge. Elle se dit, il n'aura pas une photo comme moi j'ai eu, et elle fait faire un mannequin d'après une photo qu'elle a du musicien, et un vrai mannequin articulé que j'ai été voir moi au musée Grévin, donc c'était parfait, et qui est en latex et et qui bouge et tout. Et donc quand il est petit, ce qui est très bien, c'est qu'il peut sauter sur ses genoux. Vous voyez, il se rend pas très bien compte. Parce que moi, ce qui m'a toujours manqué quand j'étais petite, c'est que la porte de la chambre, enfin, il n'y avait pas de chambre, mais que ça s'ouvre pas, que le père ne rentre pas et dise bonsoir ma chérie, bonjour, viens on va jouer. Hop, il vous met sur ses épaules, il vous fait jouer. Moi, ça m'a toujours manqué, ça. Et votre père est parti ? Non, il n'est pas venu, disons. Il n'est pas venu, voilà. Donc Comme beaucoup de femmes et d'hommes, attendez, c'est pas un cas unique, malheureusement. Il faut pas... Mais c'est pas... Bon, alors, donc vous créez ce mannequin qui est à l'image de ce musicien dont elle a perdu toute trace. Absolument. Donc ce petit, tant qu'il est petit, il peut s'amuser, il tire les fléchettes, enfin, il fait ce qu'il veut avec lui. Et donc, elle trouve ça très bien. Et après, évidemment, il en a marre de voir ce violon, parce qu'elle lui met le violon dans les mains. Enfin, ça devient, quand il est ado, il devient un peu... ce type l'énerve, quoi, ce mannequin. Bon, c'est pas le père, c'est pas un type avec qui il peut parler, qui peut le guider, rien. Et donc, il veut vendre le violon. Et donc, il le vend, comme c'est un violon un peu spécial. Il y a un type qui arrive et qui ressemble comme 2 gouttes d'eau, évidemment, au mannequin. Exactement, et c'est là où l'histoire commence. Il faut savoir que ce violon, c'est un violon qui n'est pas un Stradivarius. Non. C'est un violon qui s'appelle un Pharasius. Pharasius, oui. C'est quoi? Vous êtes renseigné là aussi? Non, Pharasius, j'ai regardé parce que je me suis... Bon, le Stradivarius, c'est impossible, ça coûte des millions, mais celui-là, non, c'est normal. Voilà, donc... Et c'est vrai que c'est un violon qui permet aux jeunes musiciens d'apprendre les bases de la musique. Et Stradivarius, il faut savoir que Stradivari a créé environ 1 millier de violons Stradivarius. Il en reste 600 dans le monde aujourd'hui. Vous vous rendez compte? Et ça vaut une fortune. Oui. Et je crois que le secret, c'était un vernis spécial qui permettait de donner une musique particulière. Ah oui. Alors, c'est-à-dire que vous n'avez jamais joué du violon vous-même? Non, j'ai joué un peu de piano, mais du violon, non. Jamais. Alors, il se trouve que donc ce monsieur va revenir et ça va être le point de départ de l'histoire. Et là aussi, il y a une suite de secrets qu'on ne va pas révéler, mais il a fallu trouver ces secrets, trouver l'histoire de ce monsieur, Françoise Dorner. Trouver l'histoire, vous voulez dire quoi exactement? Raconter l'histoire, savoir pourquoi il était parti. Ah oui, mais il est parti, mais ça, je peux pas le raconter, parce qu'après, il n'y a plus de... Voilà. Il est parti, mais on va découvrir petit à petit qu'il y a un secret derrière. Oui, il y a un secret derrière ça, et il revient. Et ce qui est terrible, quand vous avez aimé quelqu'un, vous l'avez mis sur un piédestal pendant tant d'années, pendant 20 ans, ce monsieur qui revient, qu'elle revoit, il casse tout. Et finalement, au départ, ce n'est pas du tout l'homme qu'elle croyait aimer, quoi. Il n'est pas celui qu'elle aimait. C'est un petit monsieur qui a pris 20 ans, 25 ans, et qui est un petit peu dans ses petits mots croisés, ces petits trucs. C'est pas du tout le héros qu'elle imaginait, quoi. Ah, il se trouve aussi que derrière ce roman, il y a une idée, c'est peut-on rattraper le temps perdu? Peut-on rattraper, oui. C'est une chose qui vous tient à cœur? Oui. Le temps, non, parce qu'on le rattrape pas, mais peut-on réaimer une personne qu'on a aimée vraiment? Parce qu'elle l'a vraiment aimé. Bon, quand il y a eu des aventures, bon, non. Mais quand il y a eu vraiment de l'amour et qu'on n'a pas connu quelqu'un d'autre et qu'on voit cette personne
donner une seconde chance à l'amour. C'est ça qui me plaît, moi. Et ça, c'est la base de ce livre qu'on va découvrir en lisant ces pages. Alors, il y a aussi une femme qui apparaît dans ce livre, mais une femme à qui le livre est dédié. Écoutez sa voix. Oh. Touchons du bois, mon amour, mon amour. Touchons du bois, pareil amour. Annie Fratellini. Ah. Annie Fratellini, à qui vous avez dédié le livre et qui est présente dans cette histoire, François Oui. Torner. Oui, pardon, j'ai un petit coup au cœur, là. On le sent dans sa voix, c'est normal. Car elle était chère à votre cœur. Oh, plus que cher, oui. Bon, c'est pas sympa d'avoir fait ça, d'entendre la voix comme ça. Mais en même temps, il faut savoir, Annie Fratellini, qui est un peu oubliée aujourd'hui, elle a été femme clown. Elle était extraordinaire. Hein. Et elle a créé une école. Elle a l'école du cirque, Annie Fratellini, qui était une école magnifique. Et moi, j'étais amie avec Annie, j'ai toujours aimé cette personne. Et on s'est rapprochés un petit peu. Parce qu'un jour, je devais faire des photos. Elle me dit, mais écoute, viens faire des photos au cirque, tu montes sur le fil. J'ai dit, Annie, je n'ai jamais fait le fil. Elle m'a dit, c'est pas haut, écoute, on fera une photo, ce sera très joli, bon, pour ton film, je sais pas quoi. Bon, j'y vais, et elle me dit, voilà. Alors je dis, oh, le film. Et je me mets, elle me dit, tu fais juste le balancier avec les mains et tout. J'ai dit, d'accord. Bon, et finalement, je traverse tout le fil comme ça. Vous étiez à 1 mètre du sol? Oui. Vous avez traversé le fil comme ça? Alors, et elle me dit, et à ce moment-là, elle me dit, c'est vrai. Elle me dit, attends, c'est impossible que tu passes comme ça sans. J'ai dit, elle me dit, repasse, c'est peut-être le hasard. Bon, ça peut arriver. J'ai dit, dans le temps, j'ai fait de la poutre, la barre asymétrique, c'est peut-être ça. Non, je repasse, je tombe pas. Elle me dit, mais. Je dis, écoute, il paraît. Je dis, bon, comme j'avais un grand-père qui était un grand funambule. Elle me dit, ça s'appelait comment? Et je lui donne le nom. Elle me dit, quoi? Elle me dit, c'est pour ça que tu marches sur le fil. Elle me dit, tu te rends pas compte, c'est un héros, je sais pas quoi. Et j'ai dit, ah bon, bon. Et donc, petit à petit, on était plus qu'amis. C'est quelqu'un que j'aimais vraiment. Et quand elle a eu son cancer, alors là, ça a été le pompon, là. Elle a continué à donner des cours à son école jusqu'au bout. Et c'est pas ça. Elle était... La dernière fois qu'elle a paru dans son cirque, elle était en coulisses avec les deux... comment ça s'appelle pour marcher? Oui, les deux béquilles. Avec les deux béquilles sous le bras, avec son cancer. Et au moment où c'était elle avec son petit appareil, l'abandonnéon, elle est rentrée, elle a lâché les béquilles et elle a fait son numéro. Et elle est ressortie et on lui a remis les béquilles directement. C'est fou parce que c'était une femme clown extraordinaire. Aujourd'hui, toutes les écoles de cirque dépendent, enfin, sont les descendantes de l'école d'Annie Fratellini. Absolument. Et d'ailleurs, elle a été mariée à Pierre Etex, metteur en scène génial de Yo-Yo et autres films, qui a pendant 30 ans été éloigné des cinémas parce qu'il y avait eu une escroquerie. Lui aussi, c'était un homme de cirque. C'était un couple de cirque extraordinaire. Oui, il faisait le clown blanc, hein, c'était ça. Mais... Et d'ailleurs, vous évoquez ce fil en évoquant dans votre livre le vide, les magiciens du vide. Oui. C'est une chose qui vous a marqué? Oui. C'est-à-dire que ces magiciens... Il y avait un monsieur qui s'appelait Henri, je ne sais pas si vous le connaissez, qui est resté... C'est le plus grand funambule du monde. Il est dans le livre des records. Il a passé 6 mois sur un câble au-dessus du casino de Montieu, près de Saint-Étienne. Il a vécu sur le câble pendant 6 mois. Oui, non, l'autre, là, celui dont je parle, il tendait le fil très très haut, évidemment, avec la mer en bas, et il s'arrêtait et il avait un appareil spécial, il faisait cuire des œufs, il cuisait les œufs sur le fil avec son appareil. C'est incroyable. Oui. Des gens comme ça vous ont marqué, finalement. Tout ce que vous avez vécu se retrouve un peu au fil des pages de ce livre. Ça marque un peu un type qui fait des œufs au plat sur un fil. Effectivement. Alors, il y a beaucoup d'autres choses dans ce livre. L'amour ne tient qu'à un fil. Et non seulement il y a cette histoire, mais il y a aussi l'émotion que vous faites passer. Car pour vous, un roman, une histoire d'amour, ça passe par une émotion très forte et personnelle. C'est vrai. Je trouve que l'amour, c'est... Je trouve que quand on commence à rentrer dans l'âge, on comprend que c'est la chose finalement la plus importante.
qu'est-ce que c'est l'amour? C'est quoi? C'est comme le couple, c'est le don, c'est donner, donner et donner. Voilà. Et vous donnez beaucoup de votre personne dans ce livre, L'amour ne tient qu'à un fil, chez Albin Michel, que je recommande à celles et ceux qui nous écoutent. Continuez ainsi, ne changez rien, Françoise Dornet. Merci Jacques. Merci, les clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.